sommes ici avec Yves Grévet. Bonjour. Pensez-vous que dans le futur, avec un autre président et peut-être un autre ministre de l'Éducation, ça va changer les droits des enfants pauvres? Alors ça, je vais un peu expliquer pourquoi j'ai écrit ce livre. C'est vrai que quand j'ai écrit ce livre, j'étais un peu presque angoissé par ce qui se passait dans l'éducation nationale. J'avais l'impression que plus ça allait, pire c'était et que bientôt l'école allait peut-être disparaître. C'était vraiment une angoisse que j'avais en tant qu'enseignant, parce que je suis encore enseignant à mi-temps dans une école en banlieue est. Et c'est vrai que j'avais écrit ça un peu comme un coup de colère, parce que j'avais cette angoisse par rapport à l'école. Et c'est vrai que je me disais, si on continue sur le même chemin, peut-être qu'un jour l'école disparaîtra. Et donc l'idée, c'était, j'ai écrit ça pour pas que ça arrive, quoi. Voilà. Et alors là, on a changé de président et je suis un peu rassuré, mais pas totalement, mais un peu quand même. Je pense que du coup, on en a encore pour quelques années avec l'école. Voilà. Pensez-vous que l'école de futur va être comme ça? Non, non, j'espère que non. Non, je crois que tous les gens savent que s'il n'y a plus d'école, il n'y a pas de progrès et il n'y a pas d'avenir. Donc il est très important d'investir dans l'école. Et c'est une manière, quand on écrit ça, de le rappeler. Hein. Voilà, moi, j'ai écrit l'école est finie dans ma tête en me disant non, il ne faut pas que ça finisse. Quoi. Il ne faut pas que l'école se termine. Il faut que l'école vive. Il faut que l'école... voilà, donc non, je suis optimiste quand même. Voilà. Mais voilà, non, j'espère que l'école, et je crois d'ailleurs que ouais, l'école c'est tellement fondamental que ça durera toujours. Pourquoi les enfants n'aident pas leurs enfants à lire des livres comme dans leur enfance? Dans le livre, pourquoi on laisse pas lire les enfants, c'est ça? Oui, bah, c'est parce qu'ils peuvent... ils sont dans des écoles, des entreprises où on leur apprend plus vraiment à écrire, on fait semblant de leur apprendre des choses. On leur apprend seulement ce qui leur permet d'être efficaces dans leur travail. Le garçon, par exemple, on lui apprend tout ce qu'on lui apprend dans le calcul, c'est comment calculer des réductions quand il fait le vendeur. La fille, on lui apprend des mots d'anglais, mais seulement pour vendre des hamburgers ou des frites. Hein, voilà. Et donc, on s'aperçoit que c'est vraiment une école au rabais et qu'avec ce qu'on leur apprend, ils ne peuvent pas lire. Donc, ce n'est pas les parents qui les empêchent de lire, c'est qu'ils n'arrivent pas à lire. On est dans une société où les parents finalement sont un peu dans la survie aussi. C'est-à-dire que on voit que les problèmes d'argent se posent tout le temps. C'est-à-dire le père il récupère les bons d'achat de son fils pour aller faire une sorte d'échange, tout ça pour arriver à vivre. Et donc je pense les parents sont dans une sorte de crise, dans une sorte de survie, un peu comme s'ils étaient en temps de guerre quelque part. Et donc ils sont obligés de... La priorité, c'est de faire manger les enfants, c'est de leur assurer un toit, etc. Et finalement, ils ne leur prennent pas le temps de leur apprendre à lire. Et puis on voit aussi dans l'histoire que les parents se sont fait un peu tromper par ces écoles. Ils ont cru que ces écoles allaient quand même apprendre des choses à leurs enfants. Et quand ils s'aperçoivent que tout ça c'est bidon et qu'ils ne sont pas toujours en mesure de réagir. Voilà. S'il y a la suite de l'école est finie, comment imaginez-vous la révolution? C'est-à-dire que je me disais que, quand j'écrivais ce livre, je me disais que peut-être que si notre génération, c'est-à-dire ma génération à moi, mais moi qui ai des enfants qui sont à l'école, si nous on n'était pas capable de réagir face à la situation, c'est-à-dire à cette disparition progressive de l'école, il faudrait que ce soit la nouvelle génération qui vraiment s'occupe du problème, quoi. Et donc dans l'histoire, c'est un peu ça. C'est l'idée de se dire que c'est les jeunes eux-mêmes qui vont avoir envie de recréer une école parce qu'ils savent que c'est une manière de s'émanciper, c'est une manière de devenir libre, de choisir sa vie et ça viendra d'eux. Voilà. Donc, alors après, d'une manière très précise, je ne sais pas, parce que je n'ai pas imaginé la suite, mais oui, j'imaginais une révolution. Voilà, une sorte de
Mais prise de quand même un pouvoir. mystère que Oui. chacun imagine. Oui, chacun imagine, mais voilà, moi, je n'aurais pas imaginé, je voyais pas une révolution violente où on coupait la tête des gens, hein, bien sûr, mais quelque chose de très puissant quand même, voilà, une sorte de prise de conscience générale de la jeunesse qui voudrait l'école, voilà. Alors que paradoxalement, parfois il y en a qui disent ah l'école, c'est pas terrible, tout ça, et au contraire, voilà, là on montre à si l'école disparaissait, on- on serait en manque d'école, quoi, voilà. À quel âge avez-vous commencé à écrire? Alors écrire, j'ai commencé à écrire des histoires quand j'étais enfant, des petites histoires. J'étais fasciné par les contes, hein, les contes traditionnels, le petit Pousset, tous ces trucs-là. Donc enfant, j'ai même raconté ce genre d'histoire à moi, m'imaginer à la place La fiction. voilà, et puis écrire aussi des contes. Donc enfant, j'écrivais des contes, j'illustrais aussi. Et puis toute ma vie, après même adolescent, même à votre âge, j'ai continué à écrire. Un peu comme une habitude, comme une passion, comme certains font de la musique ou de la danse ou une pratique régulière d'un sport ou d'autres choses. Moi, dans ma vie, j'ai toujours écrit. Donc après, j'écrivais du théâtre parce que je faisais partie d'un groupe de théâtre quand j'étais adolescent. J'écris un peu de poésie aussi. Et puis plus tard, j'ai commencé à écrire des romans. Voilà. Avec ce livre, pensez-vous alerter les gens d'aujourd'hui? Alerté, tu as dit? Avec ce livre, pensez-vous alerter les gens d'aujourd'hui? Oui, ça servait un peu à ça. Ouais. C'était pour alerter, pour qu'on se rende compte que voilà, si on laissait faire, il pourrait peut-être se passer un malheur comme celui-là. Voilà. C'est vrai que c'était le but. C'était un peu pour tirer une sorte de signal d'alarme un peu. Combien de temps avez-vous mis pour écrire ce livre? Ah, j'ai écrit ce livre assez vite parce que, en fait, l'origine du livre, on m'avait demandé un article où on me demandait d'imaginer l'école dans 10 ans. Et donc, je suis parti en vacances avec ce projet en tête d'écrire un texte sur comment je pourrais imaginer ce qui pourrait se passer dans 10 ans ou 20 ans. Et quand je me suis mis à écrire, en fait, je suis parti de la dictée, hein. Vous savez que le début du livre, c'est une dictée et on découvre que... Enfin, c'est un texte publicitaire et on découvre que c'est une dictée. Et à partir de cette dictée, en fait, le reste du texte est venu assez facilement. Donc, j'ai écrit ce texte on va dire, en quelques heures. Je me rappelle avoir commencé, c'était pendant des vacances, j'avais pratiquement tout écrit en une après-midi et j'ai retravaillé le lendemain et le texte était pratiquement terminé. Mais ce qu'on appelle le premier jet, c'est-à-dire quand on écrit pour la première fois. Après, j'ai beaucoup retravaillé l'histoire. Donc au bout du compte, c'est quelques semaines de travail quand même. Voilà. Pour bien peaufiner les détails, pour revoir certains dialogues, etc. Voilà. Mais l'idée par elle-même, enfin les personnages, l'histoire par elle-même, c'est ouais, 1 ou 2 jours. Ouais, c'est assez rapide. Pourquoi avez-vous écrit le livre L'école est finie? Alors, j'ai un peu dit, c'est parce qu'on m'avait demandé d'imaginer l'école dans 10 ans, voilà. Et donc c'est parti de cette idée-là, voilà. Et après, c'est aussi, comme je disais aussi au début, c'est un peu parce que je ressentais un malaise depuis un moment, quoi. C'est-à-dire, moi, dans ma pratique de travail, il y avait je voyais des choses qui disparaissaient. Par exemple, moi, dans mon travail d'instituteur, quand j'avais des collègues qui étaient malades, elles n'étaient jamais remplacées, par exemple. Et les enfants restaient parfois 1 semaine, 2 semaines sans maître ou sans maîtresse parce qu'on disait qu'il n'y en avait plus, par exemple. Et puis, il y avait aussi des personnes qui s'occupaient d'enfants en difficulté et on supprimait les postes au fur et à mesure, etc. Et donc, moi, j'avais ça en moi. Dans ma pratique de tous les jours, j'avais aussi envie d'écrire un texte qui parle de ça, voilà. Et après, voilà, ça, après on me demande d'imaginer, voilà, tout ça, ça fait qu'on produit un texte comme celui-là. Pourquoi n'avez-vous pas suivi Lila dans l'école des maquis? Ah ben, c'est parce que quand j'écris, je reste toujours du point de vue de mon narrateur. J'écris toujours à la première personne et donc je suis dans la tête du narrateur et j'arrive pas à écrire différemment. C'est-à-dire j'arrive pas à me mettre au-dessus de mes personnages et puis
raconter l'un, raconter l'autre après, comme si j'étais au-dessus, comme ça en train de regarder ce qu'ils font. Donc je suis toujours dans la tête de quelqu'un. Et du coup, voilà, on ne sait pas exactement ce qui se passe dans les écoles du maquis, sauf ce qu'elle en raconte. Voilà. Mais ça, c'est... Alors, là, dans un prochain livre que je vais faire, j'ai choisi d'avoir plusieurs narrateurs. J'ai 3 narrateurs pour être dans la tête de 3 personnes en même temps. Parce que c'est vrai que la question que tu poses est intéressante, parce que c'est vrai que j'avais l'impression parfois en écrivant des livres qu'il n'y avait qu'un personnage qui comptait, c'était le narrateur. Et puis les autres étaient un peu autour et on n'en connaissait que ce que percevait le narrateur. Voilà. Et ce qui était peut-être d'ailleurs pas toujours la réalité de la personne. Donc, mais pour un texte aussi court que ça, non, j'ai pas pris plusieurs narrateurs. Mais, donc on ne sait que ce qu'elle raconte. Mais ça pourrait être très intéressant de faire un livre du point de vue de Lila qui raconterait ce qui se passe dans les maisons du maquis. Ouais, tout à fait. La version de Lila. La version de Lila, ouais, ça pourrait être très intéressant à faire. Ouais. Vous avez pensé d'écrire la suite des livres? Non, a priori non. Enfin, moi, je voulais rester sur cette idée qu'à la fin, il y avait cette note d'espoir avec la prise de conscience des enfants qu'il fallait changer les choses et puis que c'était à eux de le faire. Et voilà, je voulais rester sur cette idée-là. Donc pour moi, le livre, il est terminé. Je n'ai pas imaginé de suite, mais on ne sait jamais parce que parfois, ces personnages continuent à vivre en nous parce que c'est nous qui les avons créés, etc. On nous en parle et c'est pas impossible de faire une suite. Pour l'instant, je n'ai pas de suite, donc je suis sur d'autres projets, mais rien n'est fermé. Voilà. Mais vous ne pensez pas qu'au futur, 2028, il va y avoir plus de technologie et tout ça, ça va améliorer l'école? Alors améliorer, j'espère. En tout cas, ça va changer l'école, oui, ça certainement. Mais je crois quand même que ce qui est important dans l'apprentissage, avec les enfants en particulier, c'est quand même la relation qu'on a avec des personnes. C'est quand même une histoire d'échange. Donc je ne crois pas au tout technologique, quoi. Je ne crois pas qu'on peut apprendre aussi bien en étant face à un écran tout le temps. Il y a peut-être à des moments dans l'apprentissage où ça peut être intéressant. Mais il y a des moments où moi je pense qu'on a besoin de la médiation de quelqu'un, on a besoin de personnes, de vraies personnes avec qui parler. Enfin, moi je vois parfois en discutant avec certains élèves qui ont des problèmes, moi quand je suis enseignant ou qui n'arrivent pas à comprendre certaines choses, on y arrive à démêler en discutant avec eux, en leur demandant d'expliquer comment ils voient les choses, etc., en essayant de se mettre à leur place, tout ça. La machine elle aura du mal à faire ça, à être comme ça en empathie, comme ça, en relation avec la personne. Hein. Donc moi je crois quand même à la médiation par l'humain, je crois à l'humain, quoi. Je crois au rapport entre les hommes, entre les femmes, entre les aînés qui apprennent aux plus jeunes, etc. Voilà. Moi je pense que l'école ça doit quand même rester ça, même si, comme tu le dis, la technologie permettra peut-être, donnera des possibilités, mais je pense que ça ne résoudra pas tout. Il faut se méfier aussi de la technologie parce que la technologie, c'est qu'un outil, on peut lui faire n'importe quoi. Ça peut être aussi une manière de contrôler, ça peut être aussi, tu vois, ça peut être aussi une manière je sais pas, il fait mal, il répond mal, on peut tout imaginer, tu vois. Hop, il prend une claque ou je sais pas quoi, enfin des machines un peu horribles après, tu vois, un peu. Où il prend une décharge électrique ou je sais pas quoi, tu vois. Non, je veux dire, la technologie, on peut lui faire ce qu'on veut. Voilà. Après, il faut quand même, au bout du compte, faire quelque chose. Alors, elle peut être une aide, un outil. Voilà, ça reste un outil. Mais je crois avant tout à l'humain. Bon, un grand plaisir d'avoir parlé avec vous.